migration culturelle est certainement centrale, dans le sens que quand on migre, on ne change pas simplement physiquement de pays, mais je crois que c'est aussi un choc culturel qui provoque une migration au contact de la société d'accueil. Je pense que la rencontre de l'autre provoque d'ailleurs une migration culturelle de part et d'autre, c'est sûr. On n'est pas complètement fermé et imperméable. Je pense que ça, il faut s'en rendre compte, sauf que la société d'accueil, évidemment, a des valeurs communes, bien sûr, et je pense que c'est important, puis ça a été souligné, on vit effectivement dans des sociétés fragmentées. Je pense que c'est... Moi, je fais référence évidemment à Castoriadis, là, qui parlait de fragmentation des sociétés, qui est certainement un effet du néolibéralisme. Alors, comment, dans un tel contexte de fragmentation, y compris sous l'influence de différents récits, de différents discours religieux, retrouver l'unité de ce qui est commun, je dirais des raisons communes, comme le disait Fernand Dumont. Et je pense qu'une de ces raisons communes est certainement la laïcité qui crée l'unité d'une société et du vivre ensemble. Donc, et ça se fait effectivement dans un processus progressif l'expression que j'ai, c'est de se dépouiller pendant un certain nombre de temps très long de ces oripeaux culturels quand on arrive pour les remplacer par de nouveaux vêtements. Alors, je pense que ça, c'est important et je pense que l'État a un rôle important pour créer cette unité laïque de l'État et être une raison commune dans une société plutôt éclatée. Par rapport à ce que Alexa disait, je pense qu'une des choses, sans changer profondément ses convictions, puis d'ailleurs, la laïcité de l'État, ce n'est pas la laïcité complète de la société où toutes les religions disparaîtraient, mais pas du tout. Mais je pense qu'au contact de cette migration culturelle, il faut changer ses pratiques sans forcément changer ses convictions. Et une de ces pratiques qu'on doit changer, c'est s'assurer par une loi que l'État est complètement laïque et que les signes religieux, quels qu'ils soient, et ostentatoires, disparaissent de ce secteur-là de l'État. Très bien, merci. Annie. D'abord, malgré, j'ai entendu monsieur, je sais de Bourgia. Bourgia. D'abord, une bonne nouvelle dans le fait qu'il y a une association des Nord-Africains pour la laïcité. Il y en a une autre, l'association des musulmans et des arabes pour la laïcité. Donc, il y a déjà au Québec, pour accompagner le mouvement laïque québécois, deux autres organismes qui, dans la foulée de ce débat, ont senti le besoin de se mettre ensemble et de labourer le terrain. Et si on regarde l'évolution de l'opinion publique au Québec, si on met de côté le projet spécifique du Parti québécois ou le projet spécifique de Québec solidaire, et on demande aux gens en général s'ils sont en faveur d'une réaffirmation de la laïcité de l'État québécois et d'une charte des valeurs pour la laïcité, on a une écrasante majorité. S'il y a actuellement une division, si le projet de charte du Parti québécois ne suscite pas l'adhésion de tous ces gens-là, c'est parce qu'on ne s'entend pas sur le détail. Comment faire atterrir ça pour ne pas être contre-productif, pour ne pas, en partant d'une bonne intention, on obtienne le contraire. Or, qu'est-ce que dit M. Wadjia? Je ne suis pas décevant. D'abord, le Québec ne connaîtra pas de libanisation. S'il y a quelque chose, le Québec pourrait connaître une sarkoïsation. Comme le Canada est en train de connaître une américanisation du fait religieux et de l'éruption du fait religieux dans toutes les sphères des décisions politiques et gouvernementales. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec M. Wadjia que... Bourgia. Je ne sais pas sur le nom. Surtout venant de moi, c'est vraiment un crime de lèse-diversité. Oui, c'est Bourgia. Je ne l'ai pas sous les yeux. Parce qu'il est là, il est là.
critique venant de moi, c'est impardonnable. Akli. Alors, je suis d'accord avec Akli. La venue ici part d'une émancipation. Ce n'est pas uniquement une immigration culturelle. On sait bien qu'il y a beaucoup d'immigration économique, il y a des réfugiés politiques qui partent pour des raisons politiques. Mais dans tout ça, même dans les religieux fondamentalistes qui viennent ici, il y a une quête d'émancipation. En fait, eux autres, ils veulent avoir le plus d'espace possible pour jouir de toutes les libertés, pour aller au bout de leur logique d'intégrisme et de repli identitaire. Donc, c'est là la question. Il faut tenir compte donc, de cette donnée fondamentale qu'il doit y avoir un processus, il y a un désir d'émancipation chez une très grande majorité qui ne sont pas des fondamentalistes et des traditionnalistes. Donc, comment tenir compte de ça et bâtir ensemble pour des ponts, pour une meilleure intégration? Et moi, je suis obligé de partir de mon expérience et de mettre en garde aussi contre des dérives qu'on voit ailleurs. D'abord, la pratique française. J'aimerais ça, s'il y a une autre lecture de ça, qu'on me corrige. Mais si on regarde l'expérience récente de la France depuis 2002, ensuite la loi de 2004, puis tous les débats qu'on a eu alentour de ça, j'aimerais qu'on me dise, est-ce que ça a avancé la France en quelque chose pour réduire l'emprise du communautarisme sectaire, religieux, islamique sur les franges de la population marginalisées en France par les inégalités sociales? Est-ce que ça a aidé à quelque chose? Moi, quand je regarde, et pour le débat, en toute ouverture d'esprit, on a essayé de regarder, on a essayé de voir. Malheureusement, il n'y a pas vraiment une évolution favorable. S'il y a quelque chose, il y a une crispation, une plus grande, je dirais, emprise de ces pouvoirs-là, et plus de prétexte de part et d'autre d'ailleurs, mais surtout de la part des fondamentalistes, de ceux qui veulent voir le communautarisme se propager, ils ont beaucoup plus maintenant d'occasions, de prétextes pour propager des discours sectaires, même des discours de haine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais vous donner deux exemples et vous me soumettre simplement à votre réflexion. Je ne dis pas qu'on peut en conclure quelque chose sur le port des signes religieux au Québec. La transposition n'est pas immédiate. Mais je pense que ça mérite attention. Deux exemples qui sont l'un le miroir de l'autre. En Turquie, à partir du début des années 20, sous Kemal Atatürk, un régime autoritaire qui a apporté quand même de grandes réformes de nature économique et sociale, notamment dans la défense de l'émancipation et du droit politique des femmes, on a imposé une conception de la laïcité relativement stricte, qui allait jusqu'à même exclure la présence sur le campus de l'université de toute personne portant le voile, etc. 80-90 ans après ces pratiques, pour différentes raisons qui seraient longs à élaborer, mais on pourrait y revenir, aujourd'hui, dans les sondages d'opinion, une majorité de Turcs qui habitent dans les zones urbaines actuellement. En Iran comme en Turquie, la majorité de la population habite désormais en zone urbaine. Et ceux qui ont été questionnés dans les zones urbaines, une majorité d'entre elles, malheureusement, si on leur laissait le choix, porteraient le voile. Je vous appelle donc à réfléchir à ça. Je dirais le contexte miroir. Dans chacun, on peut apporter des nuances, mais il y a quand même là des phénomènes, je dirais, structurants et structurels sur lesquels il faut réfléchir. En Iran, c'est le contraire. Depuis la venue au pouvoir, il y a 30 ans, 33 ans maintenant, du pouvoir religieux, fondamentaliste, théocratique des mollahs, on a imposé le port du voile à peu près dans n'importe quel espace, y compris l'espace public. D'accord? On le force. Qu'est-ce qui est arrivé? D'ailleurs, vous le voyez dans tous les reportages en Iran, à la première occasion, les femmes vont essayer de se dévoiler ou montrer, en fait, de défier cette loi. Et dans les sondages non officiels qui ont été menés, ça, ce n'est pas des sondages publics, mais c'est des sondages de groupes féministes ou de groupes de recherche. Plus de 65% des femmes qui vivent aussi en zone urbaine, aujourd'hui, à la première occasion, vont enlever le voile. Ce à quoi je veux en venir, c'est que l'émancipation, qu'elle soit pour les femmes ou pour les collectivités, pour les individus religieux, non religieux, l'émancipation, malheureusement, échappe à la coercition. L'émancipation, par définition, est un processus dans lequel la volonté, la participation de la personne est archi importante. Donc, si on veut obtenir, dans l'idée qu'un meilleur vivre doit se faire dans le cadre on ne part pas de zéro là, on n'est pas neutre, je suis d'accord avec Jamila, il y a un certain nombre de valeurs qu'on partage, des valeurs citoyennes, des valeurs que le Québec a dégagées dans ses nombreuses luttes. Mais pour les partager, pour mieux les intégrer, est-ce qu'on doit le faire par la coercition ou on doit le faire en étant plus fort que les intégristes, en étant
en exerçant plus de séduction, plus de pouvoir d'attraction que les communautaristes. Et là, il faut partir de force et non pas être intimidé et se sentir dans une position de faiblesse. La peur est une position de faiblesse. Moi, je prétends que l'État québécois, la société québécoise, le mouvement laïque québécois, comme tous les acteurs de la société, ont une responsabilité, au-delà de la laïcité de l'État. On a une responsabilité pour investir le champ de la participation et de l'intégration. Ça veut dire une lutte sans merci à la pauvreté, à l'exclusion. Pourquoi est-ce que les communautés nord-africaines qui ont un niveau d'éducation, de scolarisation plus élevé que la moyenne au Québec, pourquoi est-ce qu'il y a près de 30% de chômage? Pourquoi est-ce que dans le taxi, il y a un an, je rencontre quelqu'un qui a étudié ici même à l'Université de Laval, tous les gens de sa promotion ont trouvé des emplois, sauf lui et un copain qui, comme lui, c'est en agronomie. La semaine dernière, vous avez lu peut-être l'article de la presse ce matin, lorsqu'il y a eu l'escarmouche et tout ça, entre moi et des fondamentalistes, des jeunes fondamentalistes musulmans, dans le quartier, dans le Petit Maghreb. Mais dans un café, lorsqu'on a parlé à des gens, à des jeunes, il y en a deux qui avaient été formés, tous les deux à Polytechnique, qui avaient eu leur formation ici. L'un est chauffeur de taxi, l'autre soude, fait de la soudure dans une petite entreprise manufacturière. Donc, on a des problèmes réels. Et tant et aussi longtemps qu'on n'aborde pas ça avec ouverture d'esprit, avec courage, on crée un terreau fertile, quelles que soient les lois qu'on impose, quelles que soient les exclusions. En fait, on va aggraver ça. Si on ne fait pas attention à ça, on va créer un terreau fertile sur lequel le fondamentalisme et la religion, le communautarisme va progresser, va prospérer et non pas reculer. Merci, Ariel. Merci à tous les quatre. Alors, la parole est à vous maintenant, parce qu'on a une période d'une demi-heure. On a prévu 30 minutes. Alors, j'inviterai les gens à venir au micro de préférence, parce que c'est une salle, il n'y en a qu'un. Alors, venez derrière le micro. À 30 minutes, là, je souhaiterais quand même qu'il y ait plusieurs interventions, de telle sorte que je souhaiterais que vous fassiez une intervention de durée de 2 minutes. Elle peut être précédée d'un commentaire et de préférence, bien sûr, suivie et conclue par une question. Et je vais donner l'occasion aux personnes que vous sollicitez. Vous pouvez identifier la personne à qui vous voulez poser la question. Et il y aura peut-être aussi l'occasion donnée aux gens de réagir. Mais je voudrais aussi, je demande la participation ou la collaboration des quatre ici pour qu'il y ait quand même un certain nombre de questions qui puissent être posées dans cette demi-heure. Alors, première question. Madame, identifiez-vous, s'il vous plaît. Michel Sirois. J'aimerais poser une question à M. Kadir, mais avant, j'aimerais dire que, en tout cas, je constatais que M. Kadir et Québec solidaire accordent beaucoup plus accordent la priorité aux victimes, les personnes qui se disent victimes, que si elles vont perdre leur emploi si on leur impose de retirer leur voile pour travailler dans la fonction publique. Je considère que j'ai entendu beaucoup plus décrier ce type de victimes que les femmes qui sont obligées, forcées par des pressions communautaires, religieuses, familiales, de porter le voile. Alors, ma question donc, avec une telle priorité dans leur discours, dans leur charte et autres, comment M. Kadir et Québec solidaire comptent faire, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour être solidaires avec les femmes d'ici qui sont prises avec des pressions communautaires très grandes. Pas juste de discours, mais concrètement, je ne l'ai pas vu. Écoutez, on est dans le débat lancé par le Parti québécois sur la formulation d'une charte. Je vous renvoie la question. La charte qui est proposée, ou le débat qui nous anime actuellement, la charte, que veut imposer le Parti québécois ne réglera pas plus le problème, je dirais, l'aide nécessaire à tous celles qui subissent l'effet du patriarcat dans leur rapport communautaire, dans leur rapport familial. Hein, on n'apporte aucune solution.
Les solutions, à notre point de vue, c'est l'intégration dans la société à travers les mécanismes habituels de socialisation et d'émancipation collective. C'est-à-dire que quand on veut obtenir comme résultat que les femmes, comme n'importe qui est marginalisé, sortent de son état de marginalisation ou des discriminations qu'elle subit, ce n'est pas en le reléguant ou en lui enlevant des droits ou en lui privant la possibilité d'avoir des revenus autonomes qu'on va l'aider. Ça ne veut pas dire que ça doit être le seul élément qui détermine nos choix, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas faire l'économie de cette réflexion, puis juste pour nous satisfaire nous-mêmes parce qu'on est contre. Hein, vous savez que je suis contre le voile. Je subis d'innombrables invectives venant des communautés religieuses organisées et des fondamentalistes ici même au Québec pour l'expression de mon opinion sans gêne sur ce que représente le voile. Mais une fois dit, on ne peut pas se limiter là. Si on pense à la laïcisation de l'État, tout de suite après, la question, c'est la sécularisation de la société. Parce que le projet de la charte, mettons, du Parti québécois, à la limite, c'est la laïcisation, mettons, des institutions publiques et de l'État. Mais ensuite, ces femmes qu'on aura reléguées, il y en a d'autres, de toute façon, il y en a qui vont mettre simplement une tuque et qui vont entrer travailler, heureusement. J'espère qu'elles auront cette intelligence, qu'elles ne se priveront pas d'un emploi juste parce qu'on va les empêcher d'y aller avec un hijab. Ils mettront d'autres choses pour cacher leurs cheveux, ce ne sera pas ostentatoire et un signe religieux. Mais au-delà de ça, il y en aura d'autres. Et surtout, le message qu'on envoie, c'est un message de discrimination. On a mis à l'index, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Qu'est-ce que ça veut dire, chou? Mais regardez, je ne dis pas que c'est vous qui l'avez fait, mais la réalité, si on est sérieux, la réalité du débat, c'est qu'on a stigmatisé les femmes voilées. Elles sont devenues le symbole même, l'enjeu principal du débat depuis 3 mois. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille, c'est ça qui est arrivé. Et le message que cet envoie, c'est que ça donne aux communautaristes, aux fondamentalistes, à ceux qui sont sur le terreau de la chasse à l'intelligence et au cœur de ceux qui sont l'enjeu du débat, ça donne des forces, ça donne des prétextes et ça alimente le discours de haine et le discours sectaire. Ça, on n'en a pas besoin si on veut régler ces problèmes-là. Non. Merci, Amir. Merci. Si vous voulez poser une question, il y a alors, à qui on vous connaît maintenant? Oui, heureusement. Alors, je vais commencer tout d'abord par mettre les choses au point par rapport à l'intervention de M. Kadir qui a parlé sur l'expérience française. M. Kadir, ce n'est pas l'expérience française qui a échoué. C'est les compromissions de la gauche française qui ont échoué. Moi, ce qui me dérange au Québec, ce n'est pas la culture québécoise, mais c'est la vision condescendante. C'est comme si au Maghreb, on n'a pas lutté pour la laïcité. Moi, je suis un militant laïque depuis 87. J'étais à l'université, etc. Donc, quand je dis que je suis ici par immigration culturelle, parce que j'ai subi, même j'étais menacé dans mon pays d'origine. Bon, bref, c'est pour ça qu'en France, on a vu que la gauche française a joué, a essayé de récupérer la mouvance islamiste. Et aussi, il faut dire que la France, actuellement, subit le travail de l'international islamiste. C'est pour ça maintenant que quand que certains essayent de dire que la laïcité en France a échoué. Non, c'est que l'international islamiste avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, ont financé le fondamentalisme et l'intégrisme religieux. Alors, une question. Pour la question, c'est pour Madame Alissa qui a parlé que je n'ai pas compris. C'est qu'il m'a dit qu'on encourage les femmes qui font un travail à l'intérieur de leur religion. C'est comme ça que vous aviez dit par rapport au mouvement féministe. Moi, je vais poser la question, est-ce que ce n'est pas dangereux pour le mouvement féministe qui encourage des femmes islamistes sous prétexte que ces femmes-là vont faire un travail envers leur religion et en même temps marginaliser les femmes maghrébines qui sont contre, qui n'appartiennent pas
au mouvement féministe islamiste. Je m'explique parce que oui, brièvement, on oublie toujours qu'il y a des femmes maghrébines à l'intérieur de notre communauté, et ce n'est pas des femmes islamistes voilées, qui luttent à l'intérieur de notre communauté. Alors, développer ce genre de discours que on défend à chaque fois les femmes voilées, on prend toujours un exemple comme les femmes voilées, je pense qu'on met en danger ces femmes qui veulent s'épanouir comme les Québécoises. Et je vous remercie infiniment. Alors, je dirais que le mouvement féministe a besoin de réfléchir et agir sur toutes les institutions qui existent, que ce soit l'État qui soit patriarcal, que ce soit une religion patriarcale, que ce soit une économie patriarcale, que ce soit la famille patriarcale. Et il y a des féministes qui ont choisi que leur terrain de lutte, c'est la relecture des textes religieux. Ce ne serait pas le travail de la Fédération, mais il y a des féministes catholiques et musulmanes qui ont fait un travail et font un travail pour questionner les justifications religieuses de leur intériorité. Et il y a des féministes catholiques qui font ça, et il y a des féministes musulmanes qui font ça. Ben, alors là, vous faites un amalgame que je n'admets pas. Je refuse d'accepter que toute femme qui se dise pratiquante et féministe et qui questionne les textes soit islamiste. Et c'est là une des dérives du débat actuel, et c'est franchement dégueulasse. Ça ne se fait pas. Ça n'aide pas à faire avancer les débats dans cette société. Ça marginalise celles qui prennent la parole d'un point de vue féministe. J'ai vu des féministes dans le rang de la FFQ, féministes qui portent foulard ou non, mais qui sont musulmanes, qui se sont levées contre la lesbophobie qu'il y a eu en fin de semaine dernière. Alors je pense qu'il y a possibilité pour des personnes croyantes d'être aussi solidaires que des personnes pas croyantes, et je pense qu'on a besoin d'avoir un regard beaucoup plus complexe devant les réalités des femmes dans notre société que ce qu'on leur a dit. Alors, j'aimerais répondre aussi à l'autre question qui était sur l'obligation et l'interdiction. Il y a un ensemble de choses qu'on a besoin de faire pour faire reculer l'obligation pour des femmes de pratiquer une religion d'une façon inacceptable au plan de l'égalité. On a besoin, par exemple, de soutenir la défense des droits des femmes. Donc, lorsque les femmes se mettent ensemble pour lutter et faire changer les choses, l'État doit soutenir ces femmes. Ensuite, les écoles privées confessionnelles, actuellement dans le projet de loi, ne seront pas touchées. Alors là, il faut enlever le financement public de ces écoles confessionnelles. Il faut aussi s'assurer qu'on ne pénalise pas les femmes qui sont en train, et on n'arrive pas à s'entendre au Québec en ce moment. Est-ce que les femmes sont opprimées, celles qui portent un foulard, est-ce qu'elles sont des opprimées, ou est-ce qu'elles sont des porteuses de l'islam politique? On ne s'entend pas dans la société. Mais plein de femmes ont dit qu'on veut les aider, on veut les enlever de leur soumission. Mais si elles sont justement victimes d'une pression sociale, communautaire, religieuse pour être soumises, bien, comment on va avancer cette lutte-là en les marginalisant, en les enlevant de l'espace public de travail? Et ça fait partie. Le droit au travail, dans la lutte féministe pour l'autonomie et pour la liberté des femmes, le droit au travail est central dans la capacité de se doter de moyens. Je vous donne un parallèle. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales, actuellement, les réseaux qui travaillent avec les femmes qui sont victimes de violences conjugales ont des grandes difficultés parce qu'elles ont des difficultés d'avoir accès à des logements sociaux, parce qu'il n'y a pas assez de logements abordables. Alors, on ne peut pas juste regarder quelle est la condition de la personne toute seule, on a besoin de voir qu'est-ce qu'on met en place dans la société pour permettre une réelle émancipation. Et le corps des femmes est un lieu de contrôle idéologique, que ce soit pour la marchandisation de nos corps, que ce soit le fait de les couvrir ou de les découvrir. Et ce côté-là est aussi l'impensé de la charte, c'est-à-dire que comment on développe un projet féministe solidaire de toutes les formes de contrôle qui s'exercent sur nos corps, sans qu'on pénalise celles qui en sont victimes. Merci. Une troisième question, ici, à Lisa. Très rapidement, mon nom c'est Enrico Gambardella.
Je vois que pratiquement tout le monde est... Je vois qu'on est tous d'accord plus ou moins sur la laïcité dans les différentes formes. Ce que ça choque, c'est le voile reconnu ou pas dans l'État, dans la fonction de l'État. Combien de personnes sont visées? Combien de femmes voudraient, dans la totalité des emplois publics, seront forcées, disons, avec une nouvelle loi, de se découvrir. Disons que même si ces femmes-là sont les 100% des employés de l'État, 40 heures hebdomadaires de travail par rapport à ce que c'est la semaine, c'est 23% de la semaine. Pourquoi 100% des gens qui veulent n'avoir pas de cette vision doivent être sacrifiés pour ne pas sacrifier 23% de ce que veulent afficher le voile. Votre question, votre première question? Et c'est la même. C'est la même. Et ce matin, dans la presse, il y a Nathalie Petrovski qui parle de la fameuse photo de deux femmes complètement hijabées avec cette niqabées avec cette petite enfant. Et elle dit ceci: misère, c'est 10 lignes, hein? Misère, mais ces mots sont bien. Misère, comment est-ce possible? Comment des femmes instruites, probablement brillantes, vivant dans une ville ouverte, cool et paisible comme Montréal, peuvent-elles en venir à de tels extrêmes? La photo ne nous donne aucune réponse. Elle ne fait pas que prouver que ces femmes existent, elle ne prouve malheureusement rien d'autre. Ma question. Tout le monde se préoccupe des femmes. Et de ces enfants-là, qui sont en train de voir une femme qui se l'enlève quand il n'y a pas personne, qui la met quand il n'y a personne, qui l'enlève quand il n'y a pas personne. À 2 ans, 3 ans, 4 ans, quelle idée se font de ces femmes? Merci. Peut-être pour demander à Paul de donner une réponse à votre première question, oui. Et peut-être à Jumila pour équilibrer les choses à votre deuxième. Paul, sur le nombre de personnes qui seraient visées, est-ce que le syndicat a des réponses à donner? Parce qu'on n'a pas vu beaucoup de... Les réponses, on voudrait bien les donner dans la mesure où le gouvernement ferait une telle compilation, ce qu'il ne fait pas. Il le fait via sa politique d'intégration, via les groupes cibles, sauf qu'il n'y a pas de déclaration obligatoire de la part des gens qui s'identifient appartenir à un groupe cible de le faire. Donc, c'est des statistiques forcément incomplètes. Ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, ils se concentrent particulièrement à Montréal et dans la région immédiate de Montréal, et que pour atteindre un certain pourcentage établi là, de présence de personnes identifiées de groupe cible, ils vont plus majoritairement, évidemment, se concentrer à Montréal, mais projeter cette statistique sur l'ensemble du territoire. Donc, je pense que le gouvernement, dans ce sens-là, a un travail à faire pour bien documenter cette question-là et informer. Certainement que dans le cadre de notre... parce qu'on va aller évidemment témoigner en commission parlementaire, on va certainement poser la question. Très bien. Merci Paul Jumila sur la question de la photographie. Enlever et mettre le niqab. Oui, en fait, je vais essayer de répondre à cette question tout en faisant le lien avec quelques éléments qui ont été avancés dans le débat tout à l'heure, à savoir est-ce que ça a avancé en France ou pas. En réalité, bien entendu, c'est extrêmement choquant de voir deux femmes entièrement voilées s'occupant des enfants parce que les enfants ont aussi le droit à leur liberté de conscience. Ce sont peut-être les plus vulnérables et surtout les plus vulnérables dans notre société, en ce sens qu'ils n'ont pas encore développé leur autonomie de pensée. Et précisément, l'un des facteurs essentiels de la laïcité, c'est de développer l'autonomie morale et intellectuelle. Donc, on viole en réalité l'émancipation des enfants. Mais cela étant, j'aimerais tout de même rappeler que l'AFFQ, il y a quelques années, avait pris position quant au port du niqab
que c'était pour leur offrir un emploi et un gagne-pain décent. Cela étant, par rapport à la France et par rapport au niqab, aux femmes qui portent le niqab, en fait, le niqab n'est qu'un symptôme d'une avancée fulgurante du projet de l'islam politique. Ce n'est que ça. Et ce n'est pas la France qui a reculé. Oui, bien entendu, elle a reculé, mais c'est surtout ce projet-là, ce projet totalitaire qui avance à grands pas dans le Maghreb, au Moyen-Orient, en Asie et dans le monde de façon générale. Et lorsqu'on dit, eh bien, la charte des valeurs québécoises ne vise pas la religion de la majorité, mais elle vise les religions des minorités, j'ai envie de répondre, mais la révolution tranquille, elle a commencé dans les années 60. Laissez-la finir de répondre à la question, là, rapidement. L'islam politique, et l'islam en particulier, la seule organisation internationale dans le monde qui existe pour faire la promotion de la religion, ça s'appelle l'OCI. C'est un regroupement d'États musulmans dont le but principal est de faire la promotion de l'islam, c'est-à-dire, comme eux l'entendent, une vision extrêmement rétrograde et sectaire, donc l'islam politique. Donc c'est la seule organisation politique reconnue à l'échelle mondiale, c'est un lobby qui est organisé avec les milliards, avec les pétrodollars du Qatar, de l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui gagnent du terrain partout dans le monde. Voilà la réalité qui existe dans le monde, voilà la réalité que j'ai observée en Tunisie, en Égypte. Celles qui portent le niqab, pensez-vous qu'elles défendent la liberté d'expression? Pensez-vous qu'elles défendent la laïcité? Pensez-vous qu'elles défendent le système éducatif libre? Pensez-vous qu'elles défendent la culture? Non, elles ne le défendent pas. Elles sont du côté des oppresseurs. Comment peuvent-elles être du côté des émancipateurs au Québec? Écoutez, c'est vraiment être naïf, c'est être angélique que de penser ceci. Il faut apprendre à faire les recoupements nécessaires. Il faut également apprendre à regarder le monde avec lucidité. Il faut également avoir le courage de dépasser ses propres dogmes, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un travail dans la société pour s'intégrer. Il ne suffit pas de gagner un salaire pour s'intégrer. Il y a une chose qui s'appelle les valeurs fondamentales. Eh bien, on peut être pauvre et avoir de bonnes valeurs, comme on peut être riche et avoir de mauvaises valeurs. C'est ça la réalité, et le cas de Mohamed Chafia l'illustre très bien. On voit bien un monsieur qui est en train de construire une baraque et qui a la tête pourrie d'idées extrêmement rétrogrades. Alors qu'on ne vienne pas nous dire ici au Québec, maintenant, qu'il faut choisir entre son emploi et le voile islamique. Ce n'est pas ça, parce que le voile islamique est aussi un système de valeurs rétrograde qui marginalise la femme et qui marginalise la libre pensée et la liberté de façon générale. Puisque Jamila a parlé de la Fédération des femmes du Québec, je veux quand même donner l'occasion à Alexa de dire un mot. Alors, sur les questions des garderies. Alors, il y en a qui aiment répéter des choses dans l'espace public et elles savent très bien qu'il y a une correction importante qui a été faite auprès des membres, même dans une assemblée générale où il y en a certaines qui étaient présentes. Et cette correction est à l'effet que la FFQ ne soutient pas le port du niqab dans les garderies subventionnées. Alors, il y en a des femmes qui le savent, il y en a des femmes. On ne soutient pas le niqab nulle part. Personne d'autre ne fait rien. Alors, S'il vous plaît. franchement, mesdames, et dans ce débat public, il y a une responsabilité lorsque tout le monde est extrêmement pris avec beaucoup d'émotions dans le débat.
Les gens qui ont la parole dans l'espace public ont une immense responsabilité de ne pas répéter des mensonges, d'avoir une attitude méprisante envers les gens, puis de créer une atmosphère remplie de démagogie. Alors, il y en a ce débat-là, public-là, est fait avec un ensemble d'éléments démagogiques. Alors, ce n'est pas tout le débat et ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais il y en a. Alors, un des éléments que je dirais, c'est de répéter constamment que la FFQ soutient le port du niqab dans les garderies est absolument faux, et donc ça ne devrait plus se faire. Et qu'on n'a pas défendu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une très grande erreur de communication dans nos affaires, mais ces corrections ont été faites, alors c'est malhonnête de ne pas les corriger. Ensuite, je reviendrai. Très bien. Alors, merci. Alors, la demi-heure est presque finie. Je vais autoriser une quatrième question de votre part et j'ai pris en note là ceux qui sont derrière et vous aurez l'occasion de revenir dans la deuxième période de questions. J'ai bien noté qui vous étiez, vous savez qui vous êtes, dans quel ordre vous êtes. Et vous allez voir que pendant la deuxième partie, les questions qui sont posées et les réponses qui sont données vous permettront probablement de poser la question que vous souhaitiez poser. Alors donc, une dernière question, des réponses de nos conférenciers. Puis ensuite, je vous rappelle que vous allez avoir droit à une pause bien méritée de 20 minutes, bien que j'ai l'impression que ça va un peu discuter dans les corridors de l'UQAM, n'est-ce pas? Allez-y. Oui, en fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En fait, je dois vous dire d'abord, avant de poser ma question, c'est hyper intimidant de venir poser une question. J'ai l'impression qu'on est dans un match de hockey ou de football, puis qu'on arrive sur le terrain de jeu, puis qu'une coup peut venir de partout. Donc, je ne sais pas si c'est ça une ambiance de débat constructif, mais j'ai question. Ça encore jeudi, hein? Non, ça ne sera pas après mon interprétation. Moi, je questionne beaucoup le nous, monsieur, quand vous avez parlé du nous et de la citoyenneté. En fait, jamais j'ai pas entendu parler de citoyenneté. Peut-être j'étais distraite par autre chose. Mais le nous, pour moi, n'a jamais été autant questionné que dans les 3 derniers mois. Quand on parle quand on fait référence à des parcours migratoires, monsieur Akli, j'ai énormément de respect pour votre parcours, mais j'ai l'impression qu'il y a une hiérarchie dans les parcours migratoires, qu'on va faire parler un immigrant qui a bien un bon immigrant plutôt que quelqu'un qui ne pense pas comme nous et qui pourrait être un mauvais immigrant. Donc ça, pour moi, je questionne ça. Je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, mais de dire, je vous ai laissé parler, j'aimerais qu'on me laisse parler. Donc, pour moi, en termes de hiérarchie de parcours migratoire, il faudrait qu'on se pose la question, quand est-ce qu'on fait intervenir des gens plus que d'autres? C'est drôle parce que dans tout le débat au niveau de Mme Fatima Ouda-Pépin, dans tous les médias, lorsqu'on parlait d'elle, dans la plupart des médias, c'était une musulmane d'origine marocaine ou une députée musulmane. Jamais on a parlé d'une Québécoise de confession musulmane. Sa citoyenneté québécoise, elle a été mise de côté parce que c'était la musulmane de service qui parlait contre le Parti québécois, et ça, c'est interpellant. Deuxième. Oui, ma question est la suivante. C'est juste que, madame, juste rectifier un truc, quand madame parlait de la famille Chafia, madame Benabi, parlait de la famille Chafia, je crois que tout le monde trouve que c'est un meurtre sordide ce qui s'est passé. Seulement, il faudrait mentionner qu'aucune des filles portait le voile. Donc, ce n'est pas une question de voile dans le cas de la famille Chafia. Maintenant, ma question. Ma question. Comment ici est-ce qu'on fait souvent, on oppose la solidarité avec les femmes opprimées et la solidarité avec les femmes de choisir de porter le voile? Pourquoi c'est opposé? J'aimerais vous entendre là-dessus. Et j'aimerais aussi, parce que j'allais vous poser la question, puis après vous avez dit, les femmes niqabées, elles sont du côté des oppresseurs. Mais un peu plus tôt, vous avez parlé qu'il faut défendre le voile au nom de toutes les femmes qui sont opprimées. Donc j'aimerais savoir comment on différencie à travers une femme qu'on ne connaît pas, qu'elle est oppresseur ou opprimée. Et une dernière question, si vous permettez, quel est le travail que vous faites au niveau des groupes de femmes à la base pour justement dénoncer toutes ces discriminations? Merci. Merci. Alors, Jimina, avant de donner la parole à Amir, je pense que tu aimerais dire quelque chose.
possible que les opinions sur le débat soient assez cristallisées. Donc c'est sûr que quand on vient ici, d'ailleurs je le disais avec une des organisatrices, que je viens dans une arène, exactement dans un match de hockey, où il y a des partisans d'une équipe vis-à-vis de l'autre. Donc tout ce qu'on veut, c'est que le match se fasse suivant les règles, non pas du hockey, mais peut-être d'un sport moins rude, où il y a moins de mise en échec vicieuse. Heureusement, il n'y a pas d'Alexandre Ovechkin ici. Bon, mais ce que je voulais dire, je crois qu'on se trompe en pensant que dans ce débat pour la laïcité et contre l'intégrisme, que la Fédération des femmes et Québec solidaire seraient des opposants. Je pense que ça serait tragique, dramatique que des personnes partent ici en pensant que dans le fond, ce qui nous oppose, c'est nous, entre nous, ceux qui seraient pour la laïcité, l'émancipation de la femme, et la FFQ ou la Québec solidaire qui seraient contre. D'accord? On s'entend qu'on est tous en faveur d'une réaffirmation énergique de la laïcité de l'État québécois, que, après tout, nous sommes tous d'orientation politique et sociologique tout à fait en faveur de l'émancipation de la femme et de l'égalité homme-femme, mais on part d'analyses et d'observations différentes. Certains pensent comme moi que nous prenons, certains autres, par exemple, moi je pense que Jamila prend les effets pour les causes. Jamila pense que non, il faut absolument agir sur les effets si on veut empêcher les causes. Donc il y a des différences de point de vue qui sont à ce niveau, mais il n'y a pas d'opposition entre nous dans les objectifs. Voilà, merci. Jamila, dernier mot avant qu'on fasse cette pause. Moi, très honnêtement, j'ai envie de dire qu'il y a des analyses qui sont divergentes et qui sont clairement divergentes. Et il faut arrêter de vouloir les atténuer, il faut tout simplement les assumer. Soyons adultes, assumons aussi, apprenons à assumer nos divergences et expliquons sur quoi nous divergeons. Eh bien, moi je diverge oui, avec Québec solidaire, oui, je diverge avec la Fédération des femmes du Québec, dès lors que, il y a quelques années, eh bien, elles se sont prononcées ni en faveur de l'interdiction, ni en faveur de l'acceptation. En fait, c'était un double minimum. Et en réalité, le message lancé par une telle décision, c'est de renforcer le rapport de force au sein des communautés, et en particulier des communautés musulmanes, en faveur des prédicateurs intégristes qui, eux, veulent faire d'une norme religieuse une norme sociale. Voilà le cœur de notre divergence. Et au lieu de tenir ces prédicateurs loin du débat politique, au lieu de les neutraliser, au lieu de leur tourner le dos, eh bien, je suis désolée, mais vous leur tendez des perches et vous créez des ponts avec eux. Moi, je ne peux pas accepter de dialoguer de quelque façon que ce soit avec des islamistes. Parce que ce sont mes adversaires politiques, plus encore, je ne les considère même pas comme des adversaires politiques. Cela supposerait qu'ils acceptent les normes de la démocratie. Or, ils n'acceptent pas les normes de la démocratie. Donc, accepter de discuter avec eux, c'est quelque part les banaliser, c'est quelque part les légitimer dans l'arène politique et dans l'arène publique, et je ne peux pas le faire. Il y a entre les islamistes et moi un océan de sang, et ça, je ne pourrai jamais l'oublier, je ne l'oublierai pas. Du sang qui a coulé ici et du sang qui continue de couler partout dans le monde. Et ceux qui n'ont pas encore compris cela, ceux qui n'ont pas pris leur responsabilité politique, leur responsabilité historique, en se solidarisant avec les démocrates, avec les laïcs, avec les féministes du monde arabe et du monde musulman, eh bien je dois dire, je suis désolée pour eux, mais ils ont raté le terrain de l'histoire, le train de l'histoire. Maintenant, pour revenir à la dame qui disait... aucune fille de la famille Chafia n'était voilée. Ce n'est pas vrai. On a retrouvé des photos des filles Chafia voilées. On sait très bien qu'on leur imposait le voile et elles allaient dans l'école, elles allaient au
sein même de l'école pour se changer. Donc c'était un rapport de force qu'établissait la famille en détournant une partie des enfants contre une autre partie des enfants. En fait, une partie des enfants était carrément devenue des flics pour contrôler donc le comportement des filles. Donc vous vous rendez compte jusqu'à quel point le contrôle social et le contrôle donc familial peut s'exercer donc sur les filles. Et par conséquent, donc, on voit très bien que le voile islamique est en ce sens un moyen de contrôle du corps des femmes, de la liberté des femmes et de leur sexualité. Et donc, lorsque, si